Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Une émission consacrée ce soir à la vague de chaleur qui s'abat sur toute la France, à l'inquiétude qui monte dans le monde agricole, alerte rouge pour 80 départements. Les agriculteurs redoutent la sécheresse qui sévit depuis plus d'un an. Le réchauffement climatique met-il l'agriculture française en péril? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, avec mon invité, on vous parle du casse du siècle dans C'est-à-dire. Bonsoir Alice Géraud. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et auteure de ce livre Tony 11-6 aux éditions Stock. C'est le livre de référence sur le casse du siècle. C'était il y a 10 ans. Tony Musulin, convoyeur de fonds, sans histoire, disparaît avec 11 millions d'euros. Aucune violence. Aucun coup de feu, c'est l'un des plus incroyables faits divers de cette décennie. Et ce n'est pas fini, puisqu'on apprend que Tony Musulin est réapparu il y a quelques jours. Pour la première fois depuis sa sortie de prison, il a été repéré à Londres, alors qu'il essayait de changer de très grosses sommes d'argent. Alice Géraud, vous êtes la seule journaliste à avoir rencontré Tony Musulin en prison. Alors comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez su qu'il était réapparu ? Alors, il a le droit de réapparaître puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison et qu'il a purgé sa peine. Il est sorti depuis plusieurs années, donc il a le droit de réapparaître. Là, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il ait pris le risque d'aller changer plusieurs dizaines de milliers en équivalent euro de livres. 75 000 livres sterling. Sachant qu'un signalement allait être probable, et c'est ce qui s'est passé puisqu'il a été entendu par les autorités britanniques. Parce que la grande question, c'est d'où vient cet argent. Il faut rappeler qu'il y a 10 ans, au moment de son arrestation, une partie du butin s'est évaporée et n'a jamais été retrouvée. Alors, en effet, il est parti sans violence, en démarrant et en laissant 2 collègues dans une banque. Il est parti au volant de son camion, de son fourgon blindé, avec 11 600 000 euros. Il avait entrepris de les cacher dans un parking pas très loin de l'endroit du casse, dans un parking souterrain qu'il avait loué pour l'occasion et dans lequel il avait construit un faux mur que les policiers n'ont d'ailleurs jamais trouvé, qu'on avait révélé dans le livre. Et il devait passer 24 heures à glisser chaque billet. On voit le box d'ailleurs effectivement voilà. à l'image. Et pour une raison totalement inconnue, en tout cas qu'il n'a jamais vraiment expliqué ou pas expliqué de façon très satisfaisante, il est sorti de ce box en disant pour aller s'acheter un sandwich et il n'est jamais revenu. Et il est sorti de ce box en laissant une dizaine de millions d'euros derrière lui. En laissant 9 millions, il manquait 2,5 millions et on a retrouvé les emballages de ces billets. C'est des billets emballés dans des plastiques. On a retrouvé les emballages de ces billets et les clés de son fourgon blindé à la sortie de Lyon, direction l'Est. Et il s'est rendu une dizaine de jours plus tard. On voit juste à l'écran les emballages de millions d'euros. On se rend compte quand même qu'on ne peut pas faire disparaître comme ça des millions d'euros parce que juste tout simplement ça prend beaucoup de place, c'est très lourd. Comment est-il possible qu'on n'ait jamais retrouvé de traces de ces 2,5 millions qui se sont évaporés? Alors lui a toujours dit qu'il n'avait jamais touché à ces 2,5 millions. Ça, il ne sait pas où ils sont. Reste qu'on a quand même retrouvé les emballages de ces 2,5 millions avec ses empreintes dessus. Et après, il y a eu d'énormes batailles au moment de l'enquête et du procès pour savoir si 2,5 millions tenaient dans le top case de sa moto. Voilà, bon, a priori, ça tenait. Mais en tout cas, quand il s'est rendu une dizaine de jours plus tard à la police de Monaco, autre bizarrerie de son histoire, mais c'est un homme bizarre, il n'avait plus d'argent. On va écouter la défense de Tony Musulin, son avocat qui nie évidemment tout rapport entre cet argent-là, les 75 000 livres sterling qu'il a essayé d'échanger il y a quelques jours avec le fameux butin disparu. Il explique qu'il n'y a aucun lien puisqu'il s'agit de livres sterling alors que le casse concernait des euros. Voilà, c'est son explication. Je vous propose qu'on écoute Maître Cotet-Bretonnier. Lundi, il a fait un échange de livres sterling. Et des livres sterling qui étaient abîmés. C'est important. Donc il ne peut pas y avoir de lien de fait avec le casse de Lyon, qui a été fait en euros. Donc il ne peut pas y avoir de blanchiment d'argent pour ça. Donc lui est tout à fait serein parce qu'il va prouver l'origine de ces fonds. Aucun lien avec le casse, car ce ne sont pas des euros, mais des livres sterling, et donc pas de blanchiment. Ça s'entend, ça, comme justification ?
Ça paraît un peu léger comme défense, dit comme ça. Alors, de fait, ces livres sterling ne peuvent pas être celles du CAS, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes billets, de fait. On imagine quand même que l'argent peut prendre des chemins mais effectivement, ça peut être de l'argent qui est issu de ce magot initial. Après, il faut savoir que Tony Muzzolin, il a un rapport très particulier à l'argent et depuis très longtemps. On l'a beaucoup vendu comme l'homme sans histoire qui aurait basculé en fait à un moment, notamment par vengeance sociale. Il était relativement maltraité, comme beaucoup de convoyeurs en fait, par son employeur. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Il a si on prend, je ne sais pas, 6 mois, 1 an avant le CAS, c'est quelqu'un qui a retiré donc 80 000 € sur son compte en banque, d'argent qu'il avait contracté préalablement par des prêts. C'est un flambeur et en même temps, il n'apparaissait pas comme un flambeur. C'était plutôt un type qui était, il vivait très chichement. Il vivait très chichement. C'est le type qui allait à vélo et en jogging au bureau, qui payait jamais son café. Ses collègues l'appelaient la pince. Et puis à côté de ça, c'est quelqu'un qui a acheté des Ferrari. Il en a acheté 2 avant le CAS, dont une qui va lui coûter en réalité, en fait, qui va le faire tomber. Voilà. Quand on le connaît, justement, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, puisque vous l'avez rencontré à plusieurs reprises en prison. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cet homme? Alors, quelqu'un de très solitaire, mu par une cause, je dois dire, relativement incompréhensible. Il a une part de romanesque aussi dans son... c'est pas pour rien qu'on en a fait un livre, puis un film. Après, il y a une histoire. Le Robin des Bois. Alors Robin des Bois, c'est pas ce qui lui correspond le mieux, on va dire, puisqu'il n'y avait pas d'espoir de volonté de redistribuer l'argent. On l'a appelé comme ça et cette affaire a eu un écho important à ce moment-là aussi, parce qu'on est fin 2009, on est après la crise et voilà, il apparaît comme l'homme qui a volé les banques. Donc voilà, ce qui va lui conférer un statut de héros qu'il n'a absolument jamais cherché, ça lui a plutôt desservi, puisqu'il s'est dit très très vite que en fait, tout le monde parlait de lui et qu'il allait être contraint à se rendre pour ces raisons-là. Donc il s'est plutôt fait piéger par cette histoire-là et par ce rôle qui lui correspond pas du tout en fait. Et vous dites d'ailleurs, il n'a pas mesuré l'ampleur qu'allait prendre son CAS. Est-ce que c'est pour ça peut-être aussi qu'il s'est rendu c'est vrai, on se rappelle, vous le rappelez, il est partout sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de lui, il fait la une des journaux, il y a son portrait placardé dans toutes les villes de France. Il était un peu coincé, pas que dans toutes les villes de France. Il avait une petite fiche Interpol, donc voilà, ça allait être compliqué dans plusieurs endroits. Ce qui est, quand il se rend, il pense, et à raison, qu'il ne risque pas grand-chose. Ce qui est vrai, parce il a commis un vol simple, c'est-à-dire qu'il a commis un vol sans violence, qu'il n'est pas en réunion, etc. Et ça, pénalement, en France, c'est 3 ans maximum. Et 3 ans avec un aménagement de peine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque après cette garde à vue? Finalement, il a été libéré, il est reparti sans argent, mais il est quand même reparti. Est-ce que l'enquête peut être ouverte? Alors, l'enquête, non. Lui, l'enquête pour vol, il a été condamné, il a purgé sa peine. Et en réalité, il a purgé sa peine pour autre chose, parce que donc il a été condamné à 5 ans, parce qu'il a été condamné pour une autre affaire, son histoire de Ferrari. La Ferrari qu'il avait achetée un peu avant le CAS et qu'il avait déclaré volée. Et en réalité, c'était une tentative d'escroquerie. En tout cas, c'est pour ça qu'il a été condamné. Un dernier mot, même si on n'a pas de boule de cristal, est-ce qu'on pourrait retrouver un jour ce butin caché? Je n'en ai pas la moindre idée. On verra ça, on va suivre ça de près, évidemment. Merci, Alice Géraud, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, voilà, Tony 11.6. C'est aux éditions Stock. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée à la vague de chaleur qui s'abat sur la France et à l'inquiétude qui monte dans le monde agricole. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Pour ma part, je vous dis à bientôt, puisqu'on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de C'est-à-dire. Je voulais remercier particulièrement les équipes de France Télévisions, de Maximal Productions, sans qui on ne serait pas là tous les jours à l'antenne. Et puis je tire mon chapeau aussi à Alexandre Efremenko et Marc-Antoine de Porrette, qui ont été redoutablement efficaces à mes côtés. Voilà, c'est dans l'air, c'est dans un instant. Et moi je vous dis bon été.